Bonjour Vincent Famin, on vous trouve sur l'île de la Réunion où vous habitez. Bon, on vous envie un peu parce qu'ici c'est déjà le début de l'hiver. Il fait beau dans l'océan Indien. Alors là, au contraire, ça commence à être le début de l'été austral. Alors, en ce moment, il commence à faire bien chaud, beau et bien chaud. Alors vous êtes le géologue de l'aventure. Ce genre d'expérience extrême, 6 jours d'autonomie, des canyons vierges, des grandes parois instables, c'est le rêve de tout géologue. Oui, c'est vrai que, en fait, peut-être pas de tout géologue, mais c'est vrai que c'est mon rêve. En fait, moi, j'aime le terrain et j'aime combiner l'observation du terrain, la nature, la montagne. C'est un peu mon rêve. On imagine que les canyonistes se pressaient au portillon pour vous accompagner, mais est-ce que c'était facile de trouver un collègue scientifique pour vous accompagner dans cette aventure? Eh ben non, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que la plupart de mes collègues sont passionnés par le terrain, tout comme moi. En revanche, peu sont à la fois passionnés et camionneurs, et camionnistes. Donc finalement, j'ai trouvé un collègue qui a bien voulu m'accompagner, un collègue qui était postdoc à l'université de Berlin et qui est venu pour faire la mission avec moi. Alors c'est extrêmement rare de pouvoir explorer l'intérieur d'un volcan éteint. Quelle sensation cela fait-il de se retrouver dans une chambre magmatique en plein air? Alors ça, je pense que c'est vraiment une sensation de géologue, parce qu'à mon avis, ça fait pas grand-chose à ceux qui n'y connaissent rien. J'ai l'impression de découvrir le volcan, j'ai l'impression de le voir vivre. J'essaye de reconstituer la manière dont il a évolué, et tout ça, je le vois quand je descends. Donc, effectivement, moi, ça me faisait quelque chose. C'est vraiment une sensation à mon avis, qui est liée à l'imaginaire, hein. Ce canyon était vierge avant votre passage. Vous lui avez donné un nom? Pour être précis, c'était la partie haute qui était vierge. Alors nous, on a décidé de lui donner un nom qui s'appelle, le nom c'est Pseudotaque, en rapport à une roche que j'ai cru identifier qui était la pseudotachylite, et qui en fait n'en était pas. Alors justement, parlons-en de ces roches. Il va falloir malheureusement un peu casser l'enthousiasme de ce film. Vous vous êtes rendu compte quelques semaines après votre retour que ces fameux cailloux n'étaient pas ces rarissimes pseudotachylites que vous croyez. On imagine que ça a été une grande déception. Un petit peu une déception et surtout un peu honteux d'avoir fait une grosse bourde finalement, parce qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que justement j'avais cru reconnaître de la pseudotachylite. La pseudotachylite, c'est une roche qui est en fait qui est fondue tout simplement par frottement lors d'une grosse avalanche de roches. Et finalement, en fait, on s'est rendu compte que c'était bien du verre, mais pas du tout fondu par une avalanche, mais tout simplement du verre fondu par une éruption. Donc en fait, ça n'était pas une pseudo-tactique. Alors, effectivement, c'est un petit peu une déception, hein, mais bon, c'est la science, c'est comme ça, et on a le droit de faire des erreurs. Et ça arrive souvent de faire des erreurs dans la recherche? Bah, ça arrive constamment, en fait, la recherche progresse constamment par essai et erreur, hein. Souvent, c'est on a en tête un modèle, on a en tête une image de la manière dont fonctionne ce qu'on étudie, en l'occurrence, là, c'est les volcans. Et puis cette image, elle est amenée à évoluer au fur et à mesure qu'on fait des découvertes. Et c'est comme ça qu'on progresse petit à petit. Vincent, vous avez découvert la montagne en même temps que la géologie et on a l'impression que votre regard sur ces paysages est tout à fait différent du nôtre. C'est toujours comme ça, lorsque vous vous baladez en montagne, vous déchiffrez systématiquement le paysage dans la profondeur du temps. Alors oui, en effet, c'est la géologie qui m'a amené à la montagne. En fait, je me suis rendu compte que j'aimais la nature, que j'aimais les roches. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte aussi que la plus belle géologie elle était souvent en montagne. Donc oui, c'est complètement la géologie qui m'a amené à la montagne. Et ce que j'aime quand je me balade, c'est toujours avoir un œil de géologue, c'est-à-dire que je passe mon temps à essayer de déchiffrer les paysages que j'observe, les roches que je vois, que je vis. Et j'avoue que c'est autant ma passion que la montagne. Ça fait partie à la fois de mon travail et de mes hobbies. Je suis complètement passionné et j'aime déchiffrer, en fait, j'aime déchiffrer ces paysages. Ouais. Alors rassurez-nous Vincent, suite à votre expédition, il a été décidé de renforcer le réseau de surveillance du Piton de la Fournaise, l'autre volcan de l'île, mais toujours actif celui-là. On craint là aussi une explosion brutale. C'est suite à ces travaux de recherche sur le Piton des Neiges, en fait, on s'est rendu compte que une bonne partie du Piton des Neiges avait glissé
sur lui-même, en fait. Et du coup, on s'est demandé si c'était le cas aussi au piton de la Fournaise. Et en fait, on se rend compte que pendant certaines éruptions, on a ce genre de glissement de flanc. Et depuis, on observe que effectivement, tout flanc est du piton de la Fournaise se déplace lentement. Donc, on peut dire que oui, les recherches sur le piton des neiges, sur le volcan éteint, nous renseignent sur le fonctionnement du volcan actif, le piton de la Fournaise. Dernière question, le film a été en partie interdit de diffusion afin que le canyon ne soit pas répété. Pour quelle raison? Alors, ce canyon, il part du sommet du volcan et en fait, il traverse une zone qui est très très sensible vis-à-vis notamment de certaines espèces d'oiseaux marins qui sont les pétrels de Barreau, qui nichent entre le sommet du volcan et 2000 mètres d'altitude à peu près. Et le canyon, il passe juste dans cette zone. Donc, ces oiseaux sont en voie d'extinction, c'est une espèce menacée. Donc, il faut essayer de perturber leur habitat le moins possible. Donc, l'idée, c'est de préserver une bande depuis le sommet du piton des neiges jusqu'à peu près 2000 mètres, avec le moins d'accès possible, justement pour préserver ces pétrels de Barreau.